Paste fa xam-xam di woma sàgganteeg tayel di law farluk yëngu di yewanal jàng jàngale bu sooxee yar ak teggin war a gindi. Donc, salam alaikum, chers élèves, chers candidats au BFM ou bien au baccalauréat. Donc, le département pédagogie nous avait demandé de nous entretenir sur un certain nombre de points, donc sur un audio de 10 minutes. Donc, il y a 4 points, je pense bien. Le premier point, c'est ce que le correcteur attend d'une copie. Le correcteur attend la copie d'un élève ou bien du candidat. Il attend que la copie soit présentable d'abord, que les écritures soient lisibles et que le travail demandé, les questions soulevées ou bien posées puissent être répondues de façon concise et claire. Donc, ça également pour le premier point, je pense qu'on peut retenir ça. La copie doit être présentable, elle doit être lisible. Le contenu doit également être un contenu qui est acceptable, je veux dire. C'est-à-dire que la connaissance ou bien ce qu'on a demandé à l'élève par rapport aux consignes, que ça soit respecté. Donc, pour le premier point, c'est ça. Et pour le deuxième point, on dit erreur à éviter. Erreur à éviter. Donc, l'élève ou bien le candidat doit éviter d'abord, on va dire le contraire de ce qu'on vient de dire, d'écrire de façon pas lisible du tout, de faire beaucoup de ratures sur la copie, d'utiliser de façon excessive le blanco, parce qu'il y a des élèves qui abusent du blanco, et ça va peut-être ressembler à de la tricherie chez certains correcteurs. Donc, il doit éviter d'écrire des écritures un peu farfelues, fantaisistes. Donc, il doit éviter ça. Donc, c'est des erreurs à éviter. Les écritures qui ne sont pas lisibles du tout, c'est à éviter. Les surcharges sur les copies également, c'est à éviter. Le fait également d'aller vite en besogne sans pour autant comprendre, sans pour autant lire les consignes également, c'est des erreurs à éviter. Donc, l'utilisation abusive également, c'est à éviter. L'autre chose également à éviter, c'est par rapport à l'essay writing, le writing, surtout pour les élèves de 3e et de terminale. Ils ont le plus souvent 2 à 3 sujets au choix à traiter. Ce qu'il faut éviter également, c'est de recopier le texte. Certains élèves ont tendance à recopier le texte au lieu de réfléchir et de répondre aux questions, aux questions soulevées par le sujet, ou de donner leurs arguments, leurs opinions en partant de leurs propres phrases. Ils recopient le texte, c'est-à-dire qu'ils font du copier-coller. Donc il faut éviter, c'est des erreurs à éviter, il faut éviter de recopier et de coller. Donc il faut faire vos propres phrases en s'inspirant bien sûr du texte, parce que le texte le plus souvent en anglais, ou bien le sujet de writing, l'essay writing ne s'éloigne pas trop le plus souvent du texte de départ. Donc il faut s'inspirer du texte, mais pas recopier le texte. Donc, le troisième point, c'est la méthodologie. Ça concerne la méthodologie. Donc, la méthodologie, c'est quoi? Par rapport à un sujet d'anglais, parce que dans les sujets d'anglais, ou bien en anglais, on a un texte suivi de questions. Après, on a linguistic competence. Après linguistic competencies, on a le writing. Vous avez donc le texte. Après le texte, vous avez reading comprehension.
Après le reading comprehension, vous pouvez avoir vocabulary. Vous pouvez avoir vocabulary. Après vocabulary, vous pouvez avoir linguistic competence, là où on teste la connaissance grammaticale de l'élève, les temps, les adjectifs, les adverbes, tout ce qui tourne autour de la grammaire. Donc, il faut donc avoir une méthode pour pouvoir travailler. La méthode, c'est quoi? C'est de lire le sujet ou bien le texte plusieurs fois pour s'imprégner, pour être dans le texte, pour pouvoir répondre aux questions correctement. Parce que le plus souvent, quand on parle de reading comprehension, c'est-à-dire que donc, il faut donc lire, comprendre pour répondre. Donc, reading comprehension, c'est la partie où il faut lire le texte en profondeur, prendre des minutes, ne pas survoler le texte, mais le lire pour comprendre, essayer de comprendre, même si on ne connaît pas la signification de tous les mots, on doit faire ce qu'on appelle en anglais le guessing. On imagine, on imagine, on essaye de trouver un sens au mot, on fait de l'imagination, on essaye de trouver le sens à peu près du mot pour essayer de comprendre le texte ou bien ce que dit l'auteur. Donc après ça, maintenant, il y a le reading comprehension. À partir de cette lecture-là, maintenant, on pourra répondre aux questions qui suivent. On pourra répondre aux questions qui suivent. Hein? Il y a le true ou false également. Avec le true ou false également, c'est le reading qui revient. Parce que si vous ne lisez pas le texte comme il le faut, vous ne pouvez pas dire si les réponses sont fausses ou vraies. Donc il faut d'abord lire et après, avec le true ou false, il faut après justifier. Et la justification doit être tirée du texte. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas justifier en donnant en construisant vos propres phrases, mais pour justifier, vous retournez au texte. Le plus souvent, c'est ce qu'on vous demande. Pour le vocabulaire également, on vous demande toujours vocabulaire in contexte. Donc, vous devez retourner également dans le texte, vous pouvez trouver la signification des mots, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est des choses sur lesquelles on doit s'appesantir par rapport à la méthodologie. Après, maintenant, après la méthodologie, ou bien l'autre partie de la méthodologie, c'est au niveau de linguistic competencies, là où on a les notions, les temps et certaines notions grammaticales, surtout pour les temps. L'élève doit faire attention aux indicateurs de temps parce que, comme j'ai l'habitude de le dire aux élèves, hein, en anglais, il n'y a pas de temps qu'on vous demande de compléter. Hein. Il n'y a pas de phrase où on vous demande de compléter par rapport au temps sans indicateur de temps. Pour chaque élément, il y a un indicateur de temps, comme les feux de signalisation, comme le code de la route qui vous dit ce qu'il faut mettre. Dès que vous regardez la phrase, vous devez normalement savoir quel temps il faudra utiliser. Donc, pour terminer maintenant avec le quatrième point, on dit point essentiel du programme à maîtriser. Les points essentiels du programme à maîtriser, c'est la grammaire, hein? La grammaire, la conjugaison. Hein? Mais les temps spécifiquement, surtout en terminale et en troisième, c'est les temps. Il faut maîtriser les temps. Il faut maîtriser les if clauses. Il faut maîtriser les inversions. Il faut maîtriser tous ces éléments-là pour pouvoir être à les question tag, les reported speech, les passive voice. Hein, c'est des choses qui reviennent tout le temps. Il faut également maîtriser le writing. Quand on parle de writing, il y a l'essai writing, l'essai en tant que tel. Hein, dans l'essai, il y a la lettre également, savoir comment on écrit une lettre en anglais, les différentes parties. Il y a le dialogue également des fois que l'on propose, il faut savoir comment le faire. Donc, c'est également important parce que le writing porte le plus souvent sur 6 points. Mais malheureusement, les élèves négligent le writing. Ils ne le font pas par paresse. La plupart du temps, on note à l'examen des copies, soit l'élève ne fait que recopier le texte de départ, soit certains élèves optent pour ne pas faire le writing. Ils font tout le reste sauf le writing et ils rendent les copies.
Du coup, ils perdent 6 points sans pour autant le savoir. Parce que le writing, si vous faites des efforts, vous pouvez avoir 2 à 3 points. Si vous êtes bien, vous pouvez avoir 5 ou bien même 6. Mais si vous prenez l'option de ne pas faire le writing, c'est que vous avez déjà perdu 6 points. Donc les élèves doivent faire de leur mieux pour pouvoir faire le writing. Donc c'était peut-être les quelques éléments sur lesquels je voulais revenir par rapport au TDR qui nous a été donné. Et on a dit que l'audio doit faire 10 minutes. Je pense que si on a d'autres choses à dire, je pense que l'essentiel a été dit. Donc je pense qu'on peut s'arrêter là parce que le temps qui nous a été imparti est donc écoulé. Donc merci beaucoup. Faites un bon usage, qu'Allah nous assiste et bonne chance pour tout le monde. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers frères et élèves de l'AMS, nous allons essayer d'aborder quelques points relatifs au programme pour vous faciliter la réussite de votre examen. Que Dieu le fasse. Sachez que le correcteur s'attend à une copie lisible, sans surcharge, sans rature. Il faut éviter de donner des résultats non cohérents par rapport à la démarche. Par rapport à la méthodologie, sachez que la phase de révision est importante. En mathématiques, la meilleure façon de réviser consiste à traiter beaucoup de sujets de BFM. Ça vous permet de parcourir plusieurs fois le programme. Et là, à chaque fois que vous rencontrez des difficultés, il faut reprendre votre cahier de cours et réviser cette partie avant de passer à autre chose. Le jour de l'examen, il faut lire entièrement l'épreuve et commencer par l'exercice qui vous semble être le plus abordable. Souvent, les premières questions sont faciles et que les dernières sont plus compliquées. Dans ce cas de figure, vous pouvez commencer les premières questions d'un exercice et après passer à un autre exercice. Et maintenant, à la fin, il faut revenir, si vous avez le temps, il faut revenir sur l'exercice, mettre suite de l'exercice tel, question numéro. Et là, vous donnez la réponse. Donc, l'essentiel, c'est de bien numéroter. Vous donnez le numéro de l'exercice et le numéro de la question. Et concentrez-vous le maximum jusqu'à la fin de l'épreuve. Utilisez entièrement le temps. Il ne faut pas se précipiter. Par rapport au programme, sur les racines carrées, sachez que la racine carrée d'un nombre est toujours positive. Donc la racine carrée du carré d'un nombre est égale à sa valeur absolue. Donc, dans ce cas, lorsque le nombre est sous la forme d'une différence, vous devez comparer le premier terme et le deuxième terme. Donc souvent, on compare les carrés. Vous calculez le carré du premier terme et le carré du deuxième terme. Donc si le premier terme est plus petit, le nombre est négatif. Dans ce cas, la valeur absolue sera égale à l'opposé du nombre. Par contre, si le premier terme est plus grand que le deuxième, le nombre est positif et dans ce cas, la racine carrée sera égale au nombre. Sur les applications affines, donc sachez que l'application affine dont l'expression est de la forme f de x égale valeur absolue de x plus b est une application affine par intervalle. Sa représentation graphique a la forme de la lettre V, orientée vers le haut et au-dessus de l'axe des abscisses. Donc de façon générale,
la forme d'une application, l'expression de façon générale, l'expression d'une application affine est dans la forme f de x égale ax plus b. Donc quand on vous demande de déterminer une application affine, il s'agira de trouver la valeur de A et la valeur de B. Voilà. Par rapport au système d'équation, d'habitude, pour la plupart du temps, un système d'équation a une seule solution qui est un couple. Donc maintenant, le couple a deux termes, entre parenthèses séparés par une virgule. Donc il ne faut pas dire que l'ensemble des solutions compte deux solutions, mais plutôt l'ensemble des solutions compte une seule solution. Maintenant, cette solution est un couple. Par rapport à la statistique, pour avoir la moyenne d'une série classée, il faut d'abord calculer les centres de classe. Maintenant, ce sont ces centres de classe qui seront utilisés comme modalité. Donc vous faites les produits centre de classe fois effectif partiel correspondant. Donc ensuite la somme de tous ces produits maintenant divisé par l'effectif total. Par contre, si les fréquences partielles sont données, dans ce cas vous faites seulement le produit fréquence fois modalité. Ensuite faites la somme. Là on ne divise pas par l'effectif total. Le quotient n sur 2, n étant l'effectif total, n'est pas la médiane. Donc ça c'est la moitié de l'effectif total. Maintenant ça vous permet de repérer la médiane. Donc quand vous calculez progressivement la somme des effectifs partiels, arrivé à la première valeur qui est égale à n sur 2 ou bien supérieur à n sur 2, vous vous arrêtez et vous regardez la modalité correspondante. C'est cette modalité qui sera la médiane. Par rapport au théorème de Thalès, donc sachez que le théorème de Thalès permet de calculer des longueurs. C'est plutôt la réciproque du théorème de Thalès qui permet de montrer que des droites sont parallèles. Et là, pour l'appliquer, il y a deux conditions. Il faut d'abord vérifier que les rapports sont égaux, ensuite que les points sont alignés dans le même ordre. Par rapport à la trigonométrie, il faut retenir les valeurs relatives aux angles particuliers, à savoir 30 degrés, 45 degrés et 60 degrés. Et sachez que 30 degrés et 60 degrés sont des angles complémentaires. Donc si deux angles sont complémentaires, le sinus de l'un est égal au cosinus de l'autre, et que leurs tangentes sont des nombres inverses. Sinus 30 égale 1 demi, cos 30 égale racine de 3 sur 2. Pour 45 degrés, le sinus est égal au cosinus égale racine de 2 sur 2. Par rapport au repérage, si vous avez deux vecteurs u de coordonnées x, y et v de coordonnées x', y', ces deux vecteurs sont collinaires si et seulement si x, y' moins x', y égale 0. Et ils sont orthogonaux si et seulement si x, x' plus y, y' égale 0. Donc là, il faut noter la différence entre les deux. Pour les vecteurs collinaires, on fait une différence. Et pour les vecteurs orthogonaux, on fait une somme. Pour les vecteurs collinaires, on fait produit abscisse ordonné. Et pour les vecteurs orthogonaux, on fait produit abscisse ordonné. Par rapport à la position relative de deux droites, lorsque les équations sont données, il faut travailler avec les équations réduites. Donc si vous avez l'équation générale, vous pouvez transformer ça facilement pour avoir l'équation réduite. D'accord. Donc vous avez les équations réduites. Maintenant vous comparez les coefficients directeurs. Si les coefficients directeurs sont égaux, les deux droites sont parallèles. Par contre, si le produit des coefficients directeurs est égal à moins 1, les droites sont perpendiculaires.
Et quand on vous demande de montrer que les droites sont 50, là, il suffit tout simplement de prouver que les droites ne sont pas parallèles. Voilà. Donc, si M n'est pas égal à M', c'est-à-dire si les coefficients directeurs ne sont pas égaux, donc ça signifie que les droites ne sont pas parallèles et par conséquent, elles sont 50. Par rapport à la géométrie dans l'espace, là il y a beaucoup de formules, il faut retenir toutes les formules. Et à chaque fois, avant de répondre, donnez d'abord la formule avant de passer à l'application numérique. Pour ce qui est du cône, pour avoir le volume d'un cône, vous faites différence. Volume initial moins volume réduit. Et pour avoir l'aire latérale aussi, vous faites une différence. Aire latérale initiale moins aire latérale réduite. Pour avoir le volume réduit, le volume initial doit être multiplié par le coefficient de réduction élevé au cube. Et pour avoir l'aire latérale réduite, l'aire latérale initiale doit être multipliée par le coefficient de réduction élevé au carré. Donc j'espère que ces quelques points abordés vous aideront à réussir facilement votre examen. Que Dieu le fasse. Encore. Assalamu alaikum wa rahmatullah. السلام عليكم ورحمة الله. أيها التلاميذ، أخوكم عبد الرحمن سي هو الذي يسلم عليكم جميعا. Ok, chers frères, élèves, seen xarit Oustaz Sy moo ñëwaat tey di jéem a indi quelques tawjihaat mooy ay orientation yi nga xam ne élève bi dana ko soxla lool ci wàllu nu muy yóbbuwee examen am. Premièrement li ñuy wax ci nu ñuy utiliser feuille bi, parce que souvent élève bi dafa baaxoo di bindee jógee gauche dem droite, mais ak arab xam ngeen c'est le contraire, maanaam droite la war a tàmbalee mu dem gauche, kon ñu bàyyi ci xel bu baax a baax. It feuille bi xam ne niñ ko préparé am na benn partie spéciale boo xam ne c'est pour le correcteur. Bon bu doon teewoon cette fois-ci bu dee arab la, ci bu feuille bi maanaam feuille bi fu mu jeexee fële ngay ñëw bi ci ligne bi nga xam ne moom la ñu rëdd, trait bi nga xam ne moom la ñu tracé bàyyil correcteur bi, kon boo bindee ba ci ligne boobu da nga war a arrêté, parce que bu dee français ci ligne boobu ngay tàmbalee nga dem ci bu feuille bi, mais bu dee arabe bi la contraire, ci bu feuille bi ngay mën a tàmbalee nga ñëw ba ci ligne boobu nga arrêté, ndaxte lu ci des correcteur moo ko moom. Mais di bind ba jéggi ligne bi kooku vraiment bokkul ci yoon yi. Ñaareel biñ siy wax, souvent élèves yi tamit dañuy perdre temps di reprendre les questions yi nga xam ne moo ñëw ci feuille examen bi, mais lu ci gën daal yow sa copie bu dee ay question la mën nga jël rek nga def jiim par exemple mooy réponse, mais moom la ñu abrégé ñi def jiim jawaab la, mais nga def jiim bu la neexee 1, bu la neexee nga tàmbalee 4e question, bu la neexee nga tàmbalee 3e question. L'essentiel boo defee jiim defal 3 wala 1 wala 2 question boo mën di tàmbale, noonu ngay demee ba fin. Kon ñetteel bi it ñiy fexe di bind bu leer, baat bi vraiment élève na appliqué wu bindu lu leer, correcteur bi mën koy jàng. C'est vrai ñu ci ëpp si yéen ñu ngi ci 2e année ci njàngum bind arab, mais nag de toute la façon nit ki na jël temps bind baat bi mu leer. Ñetteel bi ñu éviter ay ratures yu bëri ci wàllu feuille bi. Kon loolu la ñu amoon tuuti li ñuy wax ci wàllu examen bi nu muy dellu ni nit ki di utiliser feuille. Léegi nag bu ñëwee ci wàllu programme, xam ngeen ni jamono yëpp ustaas yi ñu ngi concentré wu ci ay thèmes yii, lu mel ni mubtada ak xabar. taalamuna jami'an anna al mubtada ismun marfu'un fi awwalil jumla wal xabar aidan isman marfu'an. kon ñi bay xel ci loolu baax a baax. Exemple, al muslimu mujtahidun, gis nga al mubtada daiman ismun muarraf bil alif wal lam wal xabar daiman ismun nakira. isan nantabih ila haza. kon ñi xam ne it dañu war a bay xel ci kaana wa axwaatuha, yooyu it bokk ci programme bi bu baax a baax.
kaana saara laysa asbaha kon ñi xam ne lii iza daxala kaana ala al mubtada wal xabar al mubtada yakunu marfu daiman lakin al xabara yakunu mansuban al xabara yakunu mansuban exemple al kaana al muslimu mujtahidan te sànq al muslimu mujtahidun nga wax parce que mubtada wa xabar kese la lakin hazi marra daxala alayha kaana aw saara aw laysa aw asbaha izan naqulu asbaha al muslimu mujtahidan kon ñu bay xel ci loolu it ñu bay xel ci al musanna ndaxte dafa bokk ci lu ñuy réviser iza kaana ismu musanna naqulu al muslimaani mujtahidaani huna alif wa nuun yakunu alamatu rafi li annahu musanna li anna al musanna yurfa bil alif wa yunsab bil yaa wa bil yaay wa yujarru aydan bil yaa masalan bu ñu ne al muslimaani dañuy ne mujtahidaani al muslimaani mujtahidaani lakin iza daxala kaana wa axwaatuha naqulu asbaha al muslimaani mujtahidayni limaza ayni li annahu musanna لأن الخبر هنا مثنى ومنصوب أيضا خبر مثنى ومنصوب ولذلك زدنا عين الياء والنون مع علامة السكون على الياء إذا كان أيضا الجمع مذكر مثلا pluriel masculin dañu ne al muslimuna ci mubtada wa xabar al muslimuna mujtahiduna lakin إذا دخل كان أو صار أو ليس نقول كان المسلمون مجتهدين هنا ياء ونون هذا ياء ونون هي علامة النصب لأنه جمع مذكر سالم نكنون بدي pluriel féminin إذا كان جمع مؤنث سالم نقول المسلمات مجتهدات في المبتدا والخبر لكن إذا دخل كان أو صار أو أصبح نقول أصبح مسلمات مجتهدات لماذا مجتهدات لأن خبر هنا منصوب لأن جمع مؤنث سالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة waaw kon ñu bay xel ci yooyu bu baax a baax élèves yi di ci liggéey ijtahidu fi hada naka noonu it ismul mawsul mooy allazi nga xam ne lil muzakkar al mufrad wa allati lil muannas al muzakkar buñ koy employé bu dee ci féminin la ñu ne allati bu dee ci masculin la ñu ne allazi naka noonu bu ñu ñëwee ci wàllu texte yi ñi xam ne ci jamono bi ñi ngi méngoo ak lu ñuy dund ni kon ñu bay xel ci an nazafa mooy propreté ndaxte dana ci ànd ak lool kon nit ki góorgóorlu concentré wu ci yooyu mën a seet texte yi bu baax a baax question yi yu mu àndal naka noonu it as siha mooy la santé mooy wér-gu-yaram ba tey loolu it dafa dëppoo ak li nga xam ne lu ñuy dund kon chers élèves chers collègues lii la ñu amoon lenn ci ay orientation lu ñu bëggoon jox suñuy frères yi mu nekk ndimbal incha allah waaye ñu ngi pare bu dee am na ci tuuti loo xam ne lu ñu war a rectifier la ngeen jàppale ñu ndaxte wax neexul te deuxièmement at yëpp ñi ngi woon classe mais depuis 2 ans on n'est plus dans les classes bokkoon na ak monsieur Diop Sem Simbandi mais léegi maa ngi biir yef toog waaw mu sakku lii ci man kii ma jot a remplacer à Simbandi malheureusement musul dem correction ma ko waxee mu ne ma non comme que musul dem correction ma ne léegi man danaa jël charge bi daal jéem a joxe ay orientation kon di balu ak ñëpp quoi asalaamaaleykum wa rahmatullah. kon asalaamaaleykum li may yokk tuuti ci wàllu li ma doon wax vraiment depuis fi ñuy yem noonu. ak depuis loo xam ne jàng nañ ko depuis début d'année nañ ko réviser waale parce que seen bénéfice la waaw lii dama ci insister ci thèmes yooyu rek parce que thèmes yooyu la ñu génnee temps yi ak bi ñu reprendre ni pour ne jàngalekat yi nañ si vraiment góorgóorlu bu baax
nañ ci accentuer bu baax moo taxoon ma kii ci yooyu mais élève bi nag buy réviser loo xam ne jëloon na ko début d'année loolu yëpp programme la non seulement examen bi mën na ko jëriñ waaye bu demee seconde incha allah te yàlla na ñëpp dem seconde dana leen mën a servir ñi liggéey ci bu baax a baax wàllu texte yi tamit ñi bàyyi xel ci vocabulaire yi ñu koy jàng ndaxte moo leen di may ñi mën a am vraiment lu ñu ne saqaafal arab ya mooy mën a dégg arab mën a comprendre lu texte bu bees ak texte bu ñu kiiwul nañu concentré bu baax kon je vous remercie salaam. Auzu billahi mina shaytani rajim, bismillahi rahmani rahim. Bon, c'est encore Madame Gay. Je suis désignée pour expliquer aux apprenants ce qu'il faut faire pour réussir l'épreuve de la dictée. Concernant la dictée, c'est une épreuve très facile, mais malheureusement, beaucoup d'élèves pensent qu'ils ne peuvent pas avoir 1 ou 2. Je ne dis même pas la moyenne. Parce que quand on corrige au BFM, on voit que quand le correcteur corrige les 2 premières lignes, l'élève a déjà 0. Parce qu'ils font tellement de fautes, et cela est dû au fait que les élèves n'apprennent pas leurs leçons. Parce que la dictée est une épreuve complète où on évalue tout ce que l'élève apprend, toutes les activités qu'il fait en classe, vocabulaire, orthographe, conjugaison, expression écrite, tout ce que l'élève apprend en français est évalué dans l'épreuve de la dictée. Malheureusement, nos élèves n'apprennent pas leurs leçons de français, ce qui fait que la plupart d'entre eux ne peuvent pas avoir la moyenne en dictée. Donc, pour réussir l'épreuve de la dictée, il faut au préalable maîtriser ces règles grammaticales, ces règles d'orthographe, mais également le vocabulaire, c'est-à-dire, mais aussi l'écriture de certains mots, c'est-à-dire le vocabulaire de certains mots. Pour la dictée, il faut d'abord bien écouter la lecture magistrale de celui qui dicte. C'est très important. C'est très important. La première lecture que le prof fait. Ne profitez pas de cette occasion pour écrire le titre de la dictée. Parce que la plupart du temps, quand le prof, ou bien celui qui dicte, parce qu'il peut être un prof, il peut être le surveillant, quand il dicte, quand il fait la lecture magistrale, les élèves en profitent pour écrire, dicter le titre de la dictée. Ce n'est pas le moment. Quand il fait la lecture magistrale, c'est pour vous permettre d'avoir une idée sur le son des mots. Parce que vous avez fait la phonétique. Vous avez fait le son des mots est différent. Par exemple, le son de est différent. Si l'élève n'écoute pas, il ne pourra pas faire la différence entre ces 2 sons-là. Il était et il a été. Ces 2 mots sont différents. Les 2 étaient. Si l'élève ne fait pas très attention, il ne pourra pas les différencier. Ce qui fait que c'est très important d'écouter la lecture magistrale de celui qui dicte. Ensuite, celui qui dicte, il dicte phrase par phrase. Là aussi, il faut bien écouter. Quand il dicte la phrase, bien écouter et écrire les mots correctement. Bien conjuguer. Regarder les sujets. Bien vérifier l'accord du participe passé. Mais également regarder l'écriture des mots. Les homonymes, par exemple. Faire la différence entre les homonymes. Donc, bien vérifier les mots que vous écrivez. Il dicte donc phrase par phrase. À chaque fois qu'il dicte une phrase, il faut bien accorder d'abord les verbes. La conjugaison. Regardez le sujet, où se trouve le sujet et accorder correctement le verbe. S'il y a un participe passé, accordez correctement le participe passé. Comme je l'ai dit tantôt, le vocabulaire, les homonymes. Faire très attention. Entre mère et mère. Mère, M, accent grave, R-E, et la mère, M-E-R. Faire la différence. Foi et foi. Foi, F-O-U-S, et foi, F-O-U-E, et foi, F-O-U. Faire la différence. Donc, parce que c'est des leçons que vous avez fait au préalable. Les homonymes lexicaux et les homonymes grammaticaux. Donc, apprenez-les au préalable pour réussir l'épreuve de la dictée. Maintenant, les erreurs à éviter. Comme je l'ai dit tantôt, il faut éviter d'écrire quand le prof fait la lecture magistrale, la première lecture. La première lecture, l'élève doit écouter attentivement.
pour pouvoir bien ponctuer la phrase. Parce que la dictée en troisième, on corrige la ponctuation. La virgule et le point d'interrogation et le point d'exclamation, on ne les dicte pas. Et si l'élève ne les met pas correctement, c'est des fautes. On les considère comme des fautes. Donc, bien écouter la lecture magistrale. Deuxièmement, évitez surtout les fautes de grammaire ou d'orthographe. Parce qu'à chaque fois que vous faites une faute d'accord, on vous enlève 2 points. Une faute de grammaire, on vous enlève 2 points. Donc, il faut éviter ces fautes graves-là, ce qu'on appelle les fautes graves, qui sont intolérables. Autre chose, évitez les ratures et les blancos. Parce que vous rendez la copie illisible. Et ce n'est pas au correcteur d'essayer d'imaginer ce que vous avez écrit. Écrivez correctement, évitez les ratures. Et pour écrire correctement, il faut écouter le prof. Parce que le prof dicte phrase par phrase. Quand il dicte la phrase, l'écoutez attentivement. Vous aurez suffisamment de temps pour écrire la phrase correctement. Parce qu'il y a la lecture magistrale, il y a la lecture par phrase, il y a aussi la lecture à la fin de la dictée, mais aussi la lecture de vos camarades qui vous permettent de mieux saisir les mots. Donc, si vous écoutez attentivement, vous n'aurez pas de problème. Évitez donc les ratures et les blancos. Surtout ça. Parce que c'est des choses qu'on ne vous pardonne pas. Mais également, évitez de recopier. Parce que des fois, vous voyez des élèves qui profitent du moment où leur camarade relit la dictée pour recopier le texte de la dictée. Parfois, ils n'ont pas le temps, ils ne terminent pas. Et comment dire, celui qui dicte, le surveillant, vient, il ramasse les feuilles. Évitez de recopier la dictée. La dictée, ce n'est pas comme la dissertation où on travaille au brouillon. Parce que la dictée, vous n'avez pas assez de temps pour travailler au brouillon. Vous n'avez pas assez de temps. Parce que le temps que vous avez, c'est pour écouter la lecture, mais aussi écrire les mots correctement. Donc, vous n'avez pas le temps. Ça vous fait perdre donc énormément de temps. Non seulement vous ne terminez pas, mais vous allez rendre une copie illisible. Donc, évitez ça. Donc, voilà les quelques recommandations que j'avais à faire concernant la dictée. Mais surtout, au préalable, il faut avoir l'habitude d'apprendre vos leçons de grammaire, d'orthographe et de vocabulaire. Parce que, comme je l'ai dit au début, la dictée est une épreuve complète où on évalue tout. On évalue tout. Expression écrite, grammaire, orthographe. Maîtriser toutes vos règles d'orthographe. Parce que les règles d'orthographe, c'est comme les mathématiques. 1 plus 1 égale 2. Hein? Quand on vous dit que le participe passé emploie avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet, mais s'accorde avec son COD. Ça, c'est des règles que vous devez assimiler pour éviter ces fautes-là. Parce qu'à chaque fois que vous accordez le participe passé emploie l'auxiliaire avoir, à chaque fois que vous l'accordez avec le sujet, on vous enlève 2 points. Donc, les fautes d'accord, on ne les pardonne pas. Donc, il faudrait donc surtout apprendre au préalable vos leçons et maîtriser les règles grammaticales. Donc, voici les quelques recommandations que j'avais à vous donner. Bonne chance à toutes. Allah vous assiste. Voilà donc en gros l'essentiel du programme à maîtriser, chers apprenants, pour augmenter donc vos chances de réussite. Bien vrai que toutes les parties sont importantes, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos. Donc il ne reste plus qu'à vous souhaiter que la chance vous sourisse donc le jour de l'examen et que vraiment vous puissiez donc réussir donc votre examen et continuer donc dans cette lancée. Quant aux initiateurs de ce projet, je voudrais vous réserver salut et reconnaissance et prier également pour que le Tout-Puissant vous accompagne dans toutes vos activités, qu'il y déverse sa baraka et qu'il vous garde jalousement. Voilà, donc c'était Ali Aou du SEM Grand Yovel. Ça a été un honneur pour moi de participer à ce forum en ligne. Donc en compagnie de mes collègues membres de l'AMS. Je vous remercie. Au revoir. Assalamu alaikum, chers candidats membres de l'AMS. Assalamu alaikum, chers collègues. Je me fais le plaisir d'échanger donc dans le cadre de ce forum en ligne avec vous sur ces quelques points que sont ce que le collecteur attend donc sur une copie, les erreurs à éviter, les méthodologies et les points essentiels du programme à maîtriser.
Revenons sur le premier point, c'est-à-dire ce que le correcteur attend sur une copie, c'est en fait une bonne restitution des connaissances acquises en classe, mais dans une démarche vraiment scientifique avec le plus de cohérence et de rigueur possible. Donc, vraiment, s'il faut restituer des théorèmes, des propriétés, des définitions, il faut le faire de manière vraiment fidèle. Voilà quoi. Concernant les erreurs à éviter, c'est d'abord une mauvaise présentation, c'est-à-dire il faut éviter les mauvaises écritures d'abord. Il faut soigner vos écritures, éviter de sauter des questions d'un exercice et de répondre ça ailleurs sans pour autant préciser que c'est en fait la réponse à la question telle relative à l'exercice tel. Donc vraiment, il faut l'éviter. Donc s'il faut répondre à une question d'un exercice déjà dépassé, il faut préciser le numéro de l'exercice en parenthèse suite et vous mettez le numéro de la question. Évitez de calculer sans pour autant au préalable donner la formule parce que généralement la moitié des points est réservée à ces formules. Concernant les méthodologies, la première étape doit consister à la lecture de tout l'énoncé. Donc il faut survoler tout l'énoncé et choisir maintenant le plus simple, l'exercice qui semble être le plus simple. Et là, c'est vraiment, ça dépend de l'élève. Hein. Voilà, donc il ne faut pas suivre le barème, c'est-à-dire le nombre de points. Non, il ne faut pas suivre ça. Résolvez les difficultés de manière graduelle, du plus simple au plus difficile. Encadrer les formules et encadrer également les résultats. Voilà, et l'habitude d'aller donc à la ligne à chaque fois qu'il s'agit donc de parler d'autre chose. Hein. Voilà. Alors, les points essentiels du programme, tout est essentiel dans ce programme. Mais bon, on va essayer de ramasser donc le plus large possible. Donc, vu l'expérience qu'on a eue de ces dernières années, l'optique semble être le plus essentiel. Ça revient à chaque fois pratiquement, les lentilles. Ça revient pratiquement à chaque fois. Donc, faites la différence entre lentille convergente et lentille divergente. Une lentille convergente fait converger un faisceau en un point, alors qu'une lentille divergente fait diverger un faisceau dans plusieurs directions. Donc, les caractéristiques d'une lentille, il faut se le rappeler. Centre optique, axe optique, foyer image, foyer objet. La distance focale, qui n'est rien d'autre que la distance entre le centre optique et le foyer image, et qui s'exprime en mètres comme toute longueur hein, dans le système international. Mais quand il s'agit de représenter, il faut la convertir en centimètres. C'est plus adapté avec vos copies. Hein. La vergence qui s'exprime en dioptrie n'est rien d'autre que l'inverse de la distance focale. Hein. Voilà, il faut savoir représenter l'image d'un objet par une lentille. Cela suppose que vous sachiez placer d'abord le foyer image, c'est important, F'. Donc la distance avec le centre n'est rien d'autre que la distance focale. Son symétrique F aussi, il faut savoir le placer, savoir discerner une lentille convergente et une lentille divergente au niveau des symboles. Et maintenant, représenter en restituant les rayons particuliers, tout rayon incident parallèle à l'axe optique émerge en passant par le foyer image, tout rayon incident passant par le centre optique ne sera jamais dévié et que tout rayon incident dont la direction passe par le foyer objet émerge parallèlement à l'axe optique. Rappelez-vous du calcul donc, du grandissement aussi, hein, dimension de l'image sur la dimension de l'objet. Au niveau des applications, il faut savoir juste corriger la myopie, la presbytie et l'hypermétropie. Un œil myope forme ces images devant la rétine, donc on aura besoin d'une lentille divergente pour reculer l'image sur la rétine. L'œil presbyte comme l'œil hypermétrope forme donc son image derrière la rétine, donc il faut utiliser des lentilles convergentes pour corriger la presbytie et l'hypermétropie. Voilà l'essentiel pour l'optique. Cap maintenant sur le chapitre de la mécanique, il faudra se rappeler de la notion de force. C'est une grandeur vectorielle qui a 4 caractéristiques. Origine, direction, sens, intensité. L'intensité d'une force s'exprime en newton. Le travail d'une force n'est rien d'autre que le produit de l'intensité de cette force par la longueur du déplacement. Évidemment, là, c'est le cas où la direction de la force est collinéaire
au déplacement. Donc la force est collinaire au déplacement. Ça veut dire que donc la force et le déplacement ont la même direction. La puissance s'exprime en watts. Évidemment, c'est le quotient du travail sur le temps. Je rappelle que le travail s'exprime en joules. Le temps en secondes. La puissance aussi peut s'exprimer d'une autre manière, c'est-à-dire l'intensité fois l'intensité de la force F fois la vitesse V, si vous connaissez la vitesse. Donc puissance égale aussi à F fois V. Si la puissance s'exprime en watts, le temps en heure, vous pouvez exprimer aussi votre travail en watts-heure. Je rappelle que 1 watt-heure, c'est 3600 joules. La puissance aussi possède une ancienne unité, le cheval vapeur. Un CV, c'est 736 watts. Cap maintenant sur l'électricité. D'abord, l'électrisation par frottement. Lorsqu'on frotte deux objets, l'un arrache des électrons sur l'autre. L'objet qui gagne des électrons se charge négativement, l'autre qui perd des électrons se charge positivement. La quantité de charge, c'est le nombre d'électrons fois la charge élémentaire. La charge élémentaire, c'est 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Le coulomb étant l'unité internationale de charge. L'intensité du courant qui en découle, donc, c'est Q sur T. I égale Q sur T. Donc, quantité de charge divisé par temps mis pour traverser le conducteur ou bien la portion de circuit. Alors, dans un circuit électrique aussi, le courant sort par la borne positive du générateur et rentre par sa borne négative du générateur. Et qu'il existe donc deux types de montage. Le montage en série où les dipôles sont situés sur une même branche. Et le montage en parallèle, on dit que deux dipôles sont montés en parallèle lorsqu'ils sont situés entre deux nœuds. Je rappelle qu'un nœud, c'est un point du circuit où se croisent au moins trois fils. Et donc, dans le cas d'un montage en série, bon, l'intensité du courant est le même. La tension maintenant subit la loi d'additivité. Hein. Au niveau des nœuds aussi, la somme des intensités des courants qui entrent est égale à la somme des intensités du courant qui en ressort. Dans un montage en parallèle aussi, deux dipôles montés en parallèle sont soumis à la même tension électrique. Voilà. La loi d'Ohm, il faut se le rappeler. U égale RI, c'est-à-dire la tension aux bornes d'un conducteur ohmique, c'est égal au produit de sa résistance par l'intensité du courant qui le traverse. N'oubliez pas donc la loi de Joule, l'énergie électrique dissipée par effet Joule, c'est RI carré T. Donc résistance fois le carré de l'intensité fois le temps mis. Alors que la puissance électrique, c'est U fois I, tension fois intensité. En chimie, de manière vraiment très brève, la concentration massique d'une solution est égale au quotient de la masse de soluté sur le volume de la solution, alors que la concentration molaire, c'est le nombre de moles de soluté sur le volume de la solution. Donc Cm, c'est M sur V, alors que C, c'est N sur V. La relation entre les deux concentrations, concentration massique fois masse molaire du soluté, concentration molaire fois masse molaire de la solution, c'est égal à la concentration massique de la solution. Donc je répète, concentration molaire de la solution fois masse molaire du soluté est égal à la concentration massique. Au niveau des acides, une solution acide est une solution dans laquelle le BBT se colore en jaune. Une solution basique, c'est une solution dans laquelle le BBT se colore en bleu. Et dans une solution neutre, le BBT se colore en vert. Lors d'un dosage acido-basique, donc si vous atteignez l'équivalence, le nombre de moles d'acide apporté est égal au nombre de moles de base initialement présent. Ou bien si c'est un acide que vous dosez par une base, le nombre de moles de base apporté est égal au nombre de moles d'acide initialement présent. Dans les deux cas, donc CaVa égale CbVb. Voilà, revenons sur les hydrocarbures. Il y en a trois familles. Les alcanes de formule brute CnH2n plus 2, les alcènes de formule brute CnH2n et les alcynes de formule brute CnH2n moins 2. Merci, c'était M. Ao. Chers apprenants, le département pédagogique nous a demandé de vous prodiguer quelques conseils pour réussir vos épreuves à l'examen. Moi, ma contribution porte sur l'espagnol. Donc, c'est un audio de quelques minutes qui s'articulera autour de 4 points. Le premier point d'abord,
ce que le correcteur attend sur une copie. D'abord, que la copie soit présentable, avec des écritures lisibles, faites moins de ratures, utilisez moins le blanco, mais également donnez des réponses concises par rapport aux questions. Et soyez cohérent. Soyez surtout cohérent dans les réponses que vous donnez. Le deuxième point, les erreurs à éviter. Évitez de répondre sans pour autant avoir lu et compris le texte. Comme vous le savez, l'épreuve d'espagnol se présente sous forme d'un texte suivi de questions. Vous aviez l'habitude de le faire depuis la classe de 4e. Vous l'avez fait en 3e, en seconde, en première et en terminale. Donc c'est le même format. Un texte suivi de questions avec 3 exercices. La compréhension, où on met l'essentiel des points, la compréhension du texto, qui est parfois notée sur 8. La compétence linguistique est notée sur 6 et l'essai sur 6. Donc vous voyez que l'essentiel des points est mis sur la compréhension du texte. Donc cela demande que vous preniez le temps de lire et de relire le texte afin de mieux le comprendre pour pouvoir répondre aux questions. Évitez aussi d'utiliser le français dans vos copies. On vous évalue en espagnol, pas en français. Évitez donc le mieux possible d'utiliser le français dans vos copies. Le troisième point, c'est la méthodologie. Donc, l'épreuve d'espagnol est un texte suivi de questions. D'abord, en troisième, il y a la compréhension. La compréhension, on peut vous demander decir si es verdadero o falso justificar. Là, il faut bien lire le texte parce que les réponses se trouvent toujours dans le texte. Lisez le texte, essayez de le comprendre pour pouvoir répondre à cette question-là. Parce que quand on vous demande de dire si c'est vrai ou faux, on ne s'arrête pas là, on vous demande de justifier vos réponses. Donc, lisez et justifiez, donnez une justification par rapport à ce que vous avez mis. Si c'est vrai, donnez la justification. Si c'est faux, vous donnez la justification. C'est ce qui vous permettra d'avoir les points qu'on a mis pour cet exercice-là. Parce que si vous faites vrai, si vous mettez vrai, même si c'est vrai et que vous ne trouvez pas la compréhension, et vous ne trouvez pas la justification, le correcteur peut ne pas vous accorder le point. Si vous trouvez la justification aussi et que vous ne trouvez pas si c'est vrai ou faux, là aussi le correcteur peut ne pas vous accorder le point. Donc prenez le temps de lire votre texte pour mieux le comprendre. Après decir si es verdadero o falso, en troisième, on peut vous donner relacionar los elementos de la columna A à la columna B. Là aussi, les mots sont la plupart du temps tirés du texte. Lisez le texte, vous saurez comment relier les mots des deux colonnes A et B. On peut aussi vous demander de donner le synonyme ou l'antonyme d'un mot tiré du texte. Ou bien on prend un autre texte, on vous demande de donner son synonyme ou son antonyme tiré du texte. C'est-à-dire s'il y a deux possibilités. Soit on vous donne le mot tiré du texte, on vous demande de chercher son homonyme, son antonyme et son synonyme. On vous demande de donner son antonyme et son synonyme, ou bien on vous donne un mot tiré du texte et on vous demande de donner son antonyme ou son synonyme. Donc, ce que je disais toujours, il faut toujours comprendre le texte pour pouvoir répondre à ces questions-là. C'est des questions de vocabulaire. Donc, soit le mot est tiré du texte, soit le mot n'est pas tiré du texte. S'il est tiré du texte, on vous demandera de donner son homonyme ou son antonyme. S'il n'est pas tiré du texte aussi, on vous demandera de chercher son homonyme, son antonyme ou son synonyme dans le texte. Donc, le vocabulaire, c'est toujours les mêmes exercices qu'on donne, que ce soit au bac ou au BFM. Au bac, par exemple, on peut vous demander de dire lo essentiel del texto en unos 8 líneas. Donc, vous avez l'habitude de faire cet exercice en classe. C'est sous forme de résumé.
ou bien on vous demande de résumer le texte ou bien de répondre aux questions posées. Et c'est des questions posées par rapport au texte. Donc, ce n'est pas difficile. Pour la compétence linguistique, la plupart du temps, c'est la grammaire. Surtout les équivalences. Dar el equivalente de lo subrayado. Seguir más gerundio, continuar más gerundio. O bien, al más infinitivo. Ou bien, tener la costumbre de más infinitivo. Donc, on vous demandera de donner les équivalences la plupart du temps. Donc, dit de otra forma lo subrayado. Ou bien même, on peut vous demander de conjuguer le verbe correctement avec deux propositions, surtout l'emploi du subjonctif. Ou bien, on peut vous demander de passer au style direct ou au style indirect. Mais pour cette année, pour la classe de 3e, le style direct, le style indirect ne fait pas partie du programme. On l'a retiré. On l'a retiré du programme. Ce qui fait que peut-être que beaucoup de profs ne le feront pas. Mais en terminale, on peut donner ça. On peut vous donner le style direct, le style indirect, ou bien la voix active, la voix passive, ou bien decir de otra manera, lo subrayado, etc. C'est des exercices comme ça qu'on vous donne. Ou bien on vous demandera de conjuguer un verbe, les verbes au temps qui convient. Par exemple, cela suppose que vous maîtrisez l'emploi du subjonctif, ou bien la concordance des temps. Donc, il faudra apprendre et assimiler ces règles grammaticales. L'espagnol, ce n'est pas difficile parce que si vous regardez bien, ce que vous faites en 3e, c'est ce que vous reprenez en seconde, en premier, en terminale, avec un peu d'approfondissement en terminale. Donc, ce sont les mêmes leçons qui reviennent. Pour le 4e point essentiel du programme à maîtriser, il faut maîtriser la grammaire. Il faut maîtriser la grammaire. Surtout. Parce que la grammaire, les points grammaticaux viennent toujours et ce sont toujours les mêmes. Apprenez vos règles grammaticales, maîtrisez la conjugaison, mais également apprenez vos mots de vocabulaire. Le vocabulaire que vous apprenez lorsque vous étudiez les textes. Parce qu'à chaque fois qu'on vous donne une épreuve, que ce soit au bac ou au BFM, on vous donne une épreuve par rapport au thème que vous avez déjà étudié en classe. Autre conseil que je vous donne, c'est de toujours faire l'essai. C'est une remarque que nous avons faite lorsque nous corrigeons l'épreuve d'espagnol. Nous voyons que beaucoup de candidats ne font pas l'essai. Et l'essai est noté sur 6. Imaginez que si vous ne faites pas l'essai, vous serez noté sur 14. Donc, rien ne doit vous empêcher de faire l'essai. Parce que si vous ne le faites pas, vous perdez 6 points. Et toujours, le thème qui est donné dans l'essai, c'est par rapport au thème du texte. Donc, si vous faites un peu d'effort, vous pouvez vraiment faire un essai de 10 lignes et au moins avoir soit 5 points ou 4 ou 3. C'est mieux que d'avoir 0 parce que si vous ne faites pas l'essai, vous aurez noté sur 0. Voilà donc les quelques conseils que j'avais à vous donner et je vous souhaite bonne chance. Et préférez le faire en français pour vous permettre de mieux comprendre. Et qu'Allah vous assiste. Et qu'Allah vous... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs en Allah, c'est votre sœur Mboulé Sow, professeur de LHG au sein Baba Garage. Je suis chargé de vous apporter quelques conseils pédagogiques et pratiques concernant l'épreuve de l'éducation civique à l'examen, Inch'Allah. Au préalable, l'élève doit avoir des connaissances sur les leçons traitées en classe et sur les thèmes d'actualité. Il faut éviter d'aller à l'examen avec une tête vide. J'insiste sur ce point parce que la plupart des élèves négligent l'éducation civique, alors qu'une bonne note en éducation civique peut vous aider à compléter des points. Concernant l'épreuve, vous aurez 2 sujets au choix qui peuvent porter sur les leçons vues en classe ou sur des thèmes d'actualité. Par exemple, on peut vous donner un sujet qui parle des patrimoines. J'ai pris cet exemple car la plupart des élèves ont des problèmes à différencier les patrimoines.
Dans ce cas, vous cherchez d'abord à définir le patrimoine, qui est l'héritage commun, ou un bien collectif qui appartient à une famille, à une collectivité ou à un pays. Nous avons 3 types de patrimoine, à savoir le patrimoine naturel, le patrimoine historique et le patrimoine culturel. Pour le patrimoine naturel, c'est l'ensemble des données naturelles ou réserves naturelles considérées comme une richesse naturelle appartenant à une collectivité ou à un pays. C'est l'ensemble des écosystèmes comme les eaux, les sols, la faune, la flore. On peut citer des exemples pour ce patrimoine: les parcs, les réserves, les paysages naturels. Le patrimoine historique, c'est l'ensemble des monuments historiques ou religieux, des villes historiques, etc. Concernant le patrimoine historique, nous avons le patrimoine matériel, les sites, les biens publics, les biens privés, les objets utilisés par nos rois ou résistants, comme l'exemple du sabre d'El Hadj Omar, les archives, etc. Parmi les monuments historiques, on peut prendre l'exemple de la ville de Saint-Louis, l'île de Gorée aussi, Yang, les anciens palais des rois, etc. Pour le patrimoine immatériel, appelé le patrimoine vivant, ce sont les coutumes, les traditions, les croyances ancestrales, comme le totem dans certaines familles. Pour le patrimoine culturel, ce sont les œuvres artistiques, les danses, les chansons folkloriques, le savoir-faire artisanal ou culinaire. Pour ce type de patrimoine, on peut prendre l'exemple des danses comme le yéla, le ndaorabin, les plats culinaires comme le ceebu jën sénégalais par exemple, les masques bassari aussi ou diola lors des cérémonies d'initiation ou du bois sacré. Voilà. Maintenant, pour un sujet d'actualité, je donne l'exemple qui suit. Après avoir donné les causes de la propagation de la COVID-19, analysé les conséquences, puis proposé des solutions. Concernant ce sujet, il faut bien cerner la problématique, c'est-à-dire essayer de différencier ici les causes de la propagation des causes de la maladie. Donc, les causes sont différentes. Ici, on vous demande les causes de la propagation de la maladie, qui sont différentes des causes de la maladie, c'est-à-dire l'origine de la maladie en quelque sorte. Parmi les causes de la propagation de la maladie, c'est-à-dire de la COVID-19, on peut donner l'interconnexion entre les différents pays avec le développement des moyens de transport, le confinement tardif de certains pays qui n'étaient pas encore touchés, le manque de moyens des pays sous-développés comme le Sénégal, leur non-respect des mesures sanitaires et d'hygiène. Pour les conséquences qui en découlent, on a la crise économique avec la fermeture ou la faillite de plusieurs entreprises, la recrudescence de plusieurs maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension, ou fréquentes comme le paludisme, la drogue, la toxicomanie, etc. La problématique de la prise en charge sanitaire des cas de coronavirus. Maintenant, pour les solutions, l'élève peut chercher à proposer des solutions pour endiguer la COVID-19, soit en renforçant les mesures déjà prises, soit en proposant d'autres solutions qui aideront à lutter contre cet ennemi universel. Pour les conseils pédagogiques et pratiques, toujours, l'élève doit choisir un sujet parmi les 2 proposés. Donc, on n'a pas le droit de traiter la dissertation et le commentaire. Non, on choisit un seul sujet qui vous semble le plus facile. Maintenant, après avoir choisi un sujet, il faut le lire. Il faut le lire plusieurs fois. Il ne faut pas avoir la paresse de lire, parce que la lecture vous permet de comprendre le sujet, la problématique du sujet, ou bien l'idée générale du sujet.
Pour la dissertation, il faut respecter la méthodologie de la dissertation avec les 3 grandes parties, à savoir l'introduction, le développement et la conclusion. Et vous pouvez se référer à la méthodologie de la dissertation historique. Pour chaque partie, il faut impérativement prendre en compte les différentes étapes qui s'y trouvent. Si je donne l'exemple de l'introduction, on a 3 étapes dans l'introduction, à savoir amener le sujet, poser le sujet et annoncer le plan. Voilà. L'élève doit aérer son devoir en sautant une ligne entre les différentes parties, mais on ne saute pas de ligne dans les parties, c'est-à-dire à l'intérieur des parties. L'élève doit éviter de brûler les étapes, c'est-à-dire sauter des étapes. Il faut avoir aussi l'habitude de relire votre production avant de rendre la copie, afin de corriger certaines erreurs ou fautes d'inattention. Voilà. Maintenant, pour le commentaire dirigé, il faut lire le texte autant de fois pour comprendre le texte, dégager l'idée générale. Voilà. Avant de répondre, il faut toujours mettre le numéro de la question. Il faut mettre le numéro de la question. Concernant les questions, on peut vous donner des exemples de questions suivantes. On peut vous dire, en se basant sur le texte, vous cherchez la réponse dans le texte. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de chercher ailleurs et ça vous permet de gagner du temps. Mais si on vous dit, en se basant sur le texte et sur vos connaissances, dans ce cas, vous puisez la réponse dans le texte et dans vos connaissances, que ce soit des connaissances acquises en classe ou bien des connaissances de culture générale. Voilà. Maintenant, pour la méthodologie du commentaire dirigé, vous pouvez se référer toujours à la méthodologie du commentaire historique, parce que ce sont les mêmes. Bien vrai que parfois, en éducation civique, les épreuves sont plus abordables par rapport aux épreuves d'histoire. Voilà. Et je remercie tout le monde. Je vous souhaite une très bonne chance et qu'Allah vous assiste et vous facilite les épreuves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum wa rahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله. Chers frères, chères sœurs, chers élèves, assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est Daouda Dieng, professeur d'histoire géo. Nous voudrions juste vous apporter quelques conseils pratiques en histoire géo, vous permettant de mieux préparer le BFEM. Pour les considérations d'ordre général, nous vous conseillons de bien apprendre vos leçons, d'être prêt mentalement, de ne pas avoir peur, de ne pas vous stresser. Pour ce faire, il faudra faire du sport pour mieux être en forme. En ce qui concerne l'épreuve d'histoire, vous aurez 2 sujets au choix. Une dissertation et un commentaire, donc vous choisissez entre les 2. Dans ce cas, il faudra bien lire les 2 et lisez-les sérieusement pour pouvoir voir lequel est plus abordable pour simplement le faire. Pour la dissertation, si vous l'avez choisi, le sujet comprend un contexte et une consigne. Le contexte vous met au parfum des choses, vous campe le décor et vous permet de bien comprendre ce qui se passe, les événements, leur sens, leur signification. Et la consigne vous dicte tout simplement ce que vous devez faire au niveau du développement, ce que l'on attend de vous. Pour le travail proprement dit, il faudra bien lire le sujet si vous avez choisi la dissertation. Lisez-le plusieurs fois pour bien le comprendre. Puis, repérez les mots-clés. Repérez les mots-clés, repérez également les termes de sens, le thème central du sujet, c'est-à-dire de quoi parle le sujet. Ces éléments vous permettront, plus le cadre spatio-temporel, de rester dans le cadre du sujet et de pouvoir ensuite présenter ce sujet-là et formuler la problématique sans problème. Après cela, vous pouvez passer à la recherche des idées dans le brouillon. Donc vous mettez là-bas toutes les idées qui vous viennent en tête, vous les mettez en vrac, puis vous les organisez selon les thèmes ou donc les parties du développement. Ensuite, vous rédigez votre introduction. Celle-ci comprend 3 parties.
amener le sujet ou présenter le sujet, poser le problème ou la problématique et annoncer le plan. Pour amener le sujet, vous pouvez le faire chronologiquement, c'est-à-dire partir d'un fait passé très important pour le mettre en rapport avec un autre fait plus récent. Par exemple, pour un sujet qui vous parle du capitalisme, l'élève peut partir des découvertes scientifiques et des progrès techniques. Pour un sujet qui vous parle des rivalités coloniales, l'élève peut partir des missions et explorations. Et pour un sujet qui vous parle des résistances, pour amener le sujet, l'élève peut bien partir de la colonisation. Maintenant, ça peut également se faire en partant du général au particulier. Dans ce cas, l'élève part d'un fait, d'un événement plus global, plus vaste, plus large, pour arriver à un autre fait plus restreint. Par exemple, pour un sujet qui vous parle de la Première Guerre mondiale ou de la Deuxième Guerre mondiale, pour amener le sujet, l'élève peut partir tout simplement des crises et révolutions du XXe siècle. Pour présenter le sujet, l'élève peut reprendre également l'analyse en liant les mots-clés, le cadre spatio-temporel, et avec 2 à 3 phrases, donc faire un court texte. Ensuite, maintenant, il passe à la problématique, qui n'est pas une simple formulation du sujet. La problématique, c'est une interrogation, c'est la question unique posée à la fin de l'introduction, juste avant le plan. Elle exprime le problème intellectuel à résoudre dans le développement. C'est donc son fil de conduite, c'est le fil directeur de la réflexion future. Puis, l'élève peut passer maintenant au plan. Le plan qui n'est rien d'autre que les différentes, la partie où l'élève annonce ce qu'il va faire au niveau du développement. Donc, les différentes parties du développement. Alors, pour établir le plan, l'élève peut se servir de la reformulation de la consigne pour le faire sans problème. En plus, je vous conseille d'utiliser des connecteurs logiques exprimant une évolution, comme d'abord, ensuite, enfin. Par exemple, pour traiter ce sujet, nous tenterons de rappeler d'abord les grandes découvertes scientifiques et techniques en Europe au XVIIIe siècle, ensuite de montrer leur rôle dans l'évolution de la société européenne, enfin de terminer en insistant sur les transformations intervenues dans les domaines de l'agriculture et de l'industrie. Après, l'élève peut passer au développement. Ce dernier traite des points du plan. Donc, si vous avez annoncé au plan que vous allez traiter donc 2 parties, donc ces points-là constituent les différentes parties du plan. Par exemple, si pour un sujet qui vous parle de la Première Guerre mondiale, vous dites que nous allons d'abord identifier les causes de cette guerre, ensuite déterminer ses conséquences en Afrique et au Sénégal. Au niveau du développement, la première partie doit traiter des causes de cette guerre, la deuxième partie, les conséquences. Les conséquences en Afrique et au Sénégal. Et ces parties sont traitées dans des paragraphes et qu'à la fin de chaque paragraphe, vous devez formuler une phrase de transition qui annonce l'idée qui va suivre ou bien la partie qui va suivre. Également, à la fin de chaque paragraphe, vous allez à la ligne pour entamer le paragraphe suivant. Alors, pour la conclusion, l'élève doit faire un bilan ou simplement une synthèse des arguments des parties du développement, donc des différentes idées développées. Ensuite, donner la portée historique du sujet. Mais cela peut être un peu difficile
pour un élève de troisième, dans ce cas, donc vous passez directement à répondre donc, à l'interrogation qui constitue tout simplement la problématique. Donc vous répondez à cette question, puis alors vous passez à l'ouverture des perspectives. Une perspective n'étant tout simplement qu'une question posée à la fin et qui peut constituer, donc qui peut faire l'objet d'un autre débat, tout simplement d'un autre sujet. Voilà pour la dissertation. Et pour en venir au commentaire historique, vous aurez un commentaire suivi, un texte et des questions. Donc il faudra lire intégralement le texte, lisez-le sérieusement pour bien le comprendre. Puis, vous passez directement, donc, après lecture, vous passez à la réponse aux questions. Mais attention, le commentaire suivi n'est pas un texte suivi de questions en ce sens que la réponse aux questions peut ne pas se figurer uniquement au texte. Donc, une partie de la réponse peut être dans le texte et une autre dans vos leçons, donc les cours, vos connaissances personnelles, vos lectures et votre documentation. Pour les questions du genre identifiées à partir du texte, données selon l'auteur ou citées en vous référant au texte, alors les réponses se trouvent dans le texte. Mais pour les questions comme, donc en partant du texte ou en vous fondant sur le texte et vos connaissances personnelles, ou tout simplement une question ouverte sans référence, alors en général, la réponse peut être, une partie de la réponse peut être dans le texte et une autre dans vos connaissances personnelles et vos recherches et autres. Autre chose, on vous enseigne l'introduction du commentaire historique, mais en général, on ne vous la demande pas entièrement. Donc, on vous donne les parties sous forme de questions. Par exemple, on peut vous demander la présentation du document et de l'auteur, ou bien de formuler le contexte historique, ou bien tout simplement de donner l'idée générale du texte. Pour terminer, nous vous recommandons de bien présenter votre copie, d'écrire proprement et lisiblement, de mettre le numéro de chaque réponse, de faire également aérer votre travail. Vous n'êtes pas obligé de suivre l'ordre des questions pour répondre. Pour ce faire, il faudra bien numéroter vos réponses. Si vous commencez une réponse, terminez-la avant d'entamer une autre. Ne la coupez pas pour mettre la suite à la fin du travail. Ça, ce n'est pas recommandé et aucun correcteur ne l'accepte. Voilà, en gros, chers frères et sœurs, ce que nous avions juste nécessaire de partager avec vous. Je vous remercie et vous souhaite bonne chance. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Concernant le texte suivi de questions proposé à l'examen du BFM, ce que le correcteur attend d'une copie d'un élève, c'est ceci. C'est-à-dire que la copie doit être présentable. Autrement dit, elle doit être propre et lisible. Deuxièmement, une fois devant la copie, le correcteur doit sentir une certaine cohérence, une certaine précision, mais également une certaine concision. Voilà. Maintenant, quelles sont les erreurs à éviter? L'élève doit éviter des ratures, c'est-à-dire les ratures. Beaucoup de ratures surtout, mais également l'élève doit éviter le blanco. Également, l'élève doit éviter une copie illisible, mais également il doit éviter de recopier effectivement le texte. Parce que mon frère Cissao Djedjou l'a dit, il y a des élèves qui ont tendance à recopier le texte au lieu de répondre aux questions posées. Maintenant, la méthodologie consiste tout simplement à bien lire le texte. Une fois devant un texte, l'élève doit d'abord bien lire le texte et le lire à plusieurs reprises pour bien le comprendre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, essayer de faire sortir l'idée générale du texte. Effectivement, une fois cela fait, essayer également de sortir effectivement les idées essentielles. Les essentielles. Essayer de connaître, et pour cela, il faut essayer de connaître les mots-clés. Essayer de comprendre et de connaître les mots-clés du texte. Et au mot
difficile n'est pas forcément un mot-clé. J'ai bel et bien dit les mots-clés, je n'ai pas dit les mots difficiles. Parce que les élèves croient que ce sont les mots difficiles qui constituent forcément les mots-clés du texte. Alors que ça, ce n'est pas évident. Un mot peut être bel et bien difficile et pourtant qui ne constitue pas effectivement un mot-clé. Alors, qu'est-ce qu'un mot-clé? C'est un mot sans la compréhension duquel, effectivement, peut bloquer effectivement votre compréhension. Donc, c'est les mots qui bloquent votre compréhension du texte, effectivement, qui constituent les mots-clés, mais pas forcément les mots difficiles. Alors, une fois maintenant le texte bien compris, l'élève vraiment pourra procéder vraiment aux réponses, aux questions, effectivement, posées. Je pense que c'est ça, hein. Voilà, donc c'est ce que vraiment... autre chose maintenant, c'est que l'essentiel, voilà, c'est l'essentiel du programme. On a dit l'essentiel, hein. L'essentiel du programme, hein. Donc en grammaire, je peux dire que l'essentiel du programme de la grammaire tourne autour de ces points-là, c'est-à-dire de la nature et fonction des mots, ce qui revient fréquemment au BFM. Donc la nature et fonction des mots, ça c'est l'essentiel, hein. Le minimum pour un élève, c'est de connaître la nature d'un mot et sa fonction. Ça, c'est toujours proposé à l'examen du BFM. Autre chose, c'est les subordonnées circonstancielles, hein, qui reviennent fréquemment chaque année, effectivement, qui sont proposés chaque année à l'examen du BFM. Autre chose également, les discours, souvent, reviennent, mais également les formes de phrases. Ça également, ça revient souvent au BFM. Donc, concernant maintenant l'orthographe, il y a les mots de la même famille qui reviennent souvent. Il y a également les homonymes, hein, les paronymes, etc. L'accord des participes passés. Autre chose maintenant, concernant la conjugaison, vous avez les groupes. Ce que l'élève doit retenir, l'essentiel à retenir, c'est les groupes des verbes. Mais également, il y a les modes et le temps. Mais les modes et les temps, bien sûr, des verbes. Mais également, il y a la valeur des temps. Concernant maintenant le vocabulaire, il y a les synonymes également et les antonymes qui reviennent fréquemment au BFM. Donc les synonymes et les antonymes. Ça aussi, c'est presque chaque année, ça sort au BFM. Voilà donc l'essentiel de ce que l'élève doit retenir en vocabulaire. Maintenant, concernant les textes, effectivement, les textes, vous savez qu'il y a plusieurs types de textes. Il y a le texte effectivement narratif, le texte descriptif et le texte argumentatif. L'élève doit pouvoir lire les différents types de textes également. Souvent, les questions qui sont posées à travers effectivement un texte narratif, si vous faites attention, ces questions-là sont différentes des questions posées quand il s'agit d'un texte descriptif ou bien d'un texte argumentatif. Mais la plupart du temps aussi, ce qui est proposé au BFM, c'est le texte effectivement descriptif. En tout cas, pour la plupart du temps, c'est le texte descriptif qui est proposé en TSQ au BFM. Donc, l'élève doit savoir lire un texte descriptif et décortiquer également un texte descriptif. Savoir lire un texte narratif, autant pour moi. C'est le texte narratif qui est proposé pour la plupart du temps au BFM. Donc, je disais que l'élève doit vraiment savoir lire un texte narratif, bien le décortiquer et pouvoir répondre aux différentes questions posées effectivement concernant le texte narratif. Alors, parce qu'en fait, souvent ce qu'on donne, effectivement, la structure, c'est comme ceci, la structure du texte de question. C'est, on commence par la compréhension d'abord. La compréhension, ensuite, il y a le vocabulaire et il y a la grammaire. Et c'est la grammaire qui englobe effectivement la conjugaison et l'orthographe. Tout ça, ça se trouve dans la grammaire, mais c'est comme ça que le sujet du BFM est libellé en texte de question. On commence à dire compréhension du texte, vocabulaire et grammaire et maniement de la langue. C'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est ça, hein. Voilà en gros ce que j'avais voulu dire par rapport aux différentes questions vraiment auxquelles il fallait donc répondre. Assalamu alaikum. Je m'excuse davantage, franchement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.